Salut à tous! Les archéologues connaissent leur métier. Lorsqu'ils découvrent quelque chose, ils sont généralement bien placés pour nous dire ce qu'ils ont trouvé et quelle est son importance. Ce n'est cependant pas toujours le cas et, dans ces occasions où ils ne sont pas sûrs, ils peuvent consulter un scientifique. Les scientifiques n'ont pas non plus toutes les réponses et quand c'est le cas, nous sommes confrontés à des mystères archéologiques comme ceux présentés dans cette vidéo. C'est parti! Le temple Inca-Missana. Retournons à la technologie du peuple Inca d'Amérique du Sud. L'eau était sacrée pour les Incas. Ils la percevaient à la fois comme un phénomène physique et un concept spirituel, et ils la traitaient avec respect. C'est pourquoi ils ont construit le temple Inca-Missana à Ollantaytambo au Pérou pour rendre grâce aux dieux qui leur fournissaient de l'eau, et c'est un spectacle étonnant d'ingénierie hydraulique. L'eau coule à travers les fontaines du temple même à 2700 mètres au-dessus du niveau de la mer, grâce à un système de canaux qui s'étend sur plusieurs kilomètres à travers la roche solide, s'étendant dans les 4 bassins principaux de la vallée de Patacancha. Travaillant au XIIIe siècle, les Incas ont conçu leur temple rempli de bassins, de cascades et d'autres caractéristiques hydrauliques selon des principes hydrauliques solides, parvenant à éviter les sauts hydrauliques lorsque nécessaire et même à en tirer parti dans certains endroits. Ils ont appliqué un revêtement mystérieux aux rochers pour les rendre imperméables et prévenir les fuites, et ont créé des canaux de drainage pour contrer les effets des glissements de terrain et de l'érosion. Ce serait un projet difficile pour un ingénieur civil du XXIe siècle. Comment cela a été réalisé avec succès au XIIIe siècle est presque impensable. La lentille de Nimroud. La question de ce que les gens qui vivaient au Moyen-Orient il y a des milliers d'années pensaient faire lorsqu'ils ont créé la lentille de Nimroud ne sera probablement jamais résolue. L'objet, également connu sous le nom de lentille stratifiée, possède les mêmes propriétés de grossissement que le premier télescope. La différence est que le télescope était une invention du début du XVIIe siècle. La lentille de Nimroud a plutôt 3000 ans. Sa découverte dans les ruines d'un ancien palais assyrien en Irak en 1850 suggère qu'elle appartenait autrefois à quelqu'un de très riche et puissant. Mais nous n'avons aucune idée de ce qu'ils auraient pu en faire. Nous pouvons faire quelques suppositions, cependant. Elle pourrait avoir été une lentille de combustion utilisée pour allumer des feux en concentrant les rayons du soleil. Elle pourrait également avoir été une loupe, ce qui aurait été des siècles avant son temps si c'était une invention délibérée. Quoi qu'il en soit, elle a été construite pour durer. Façonner une lentille comme celle-ci à partir de cristal de roche l'a rendue assez robuste pour résister au passage du temps. Donc les gens l'étudieront probablement encore et essayeront de comprendre pourquoi elle a été créée il y a 3000 ans. Dague romaine ancienne. Il aurait été facile de pardonner aux archéologues s'ils avaient négligé cette prochaine découverte. Elle provient d'un ancien cimetière à Altern am See en Allemagne, où elle a été trouvée au début de l'année 2020, mais lorsqu'elle a été découverte, ce n'était rien de plus qu'un morceau de métal rouillé avec une ressemblance troublante à un morceau de poulet. Heureusement, l'étudiant archéologue de 19 ans, Nico Kallmann, avait le sentiment que quelque chose de précieux pourrait se cacher sous la rouille et la corrosion. Il a fallu 9 mois de meulage et de sablage minutieux pour prouver qu'il avait raison, mais lorsque les experts ont terminé leur travail, ils se sont retrouvés face à une magnifique dague romaine vieille de 2000 ans, encore dans son fourreau décoratif original. Des milliers de soldats romains étaient stationnés dans la région pendant les 15 ans d'occupation romaine, et des centaines de leurs tombes ont été fouillées, mais c'est la seule dague de ce design qui ait jamais été trouvée. Il se pourrait que l'occupant de la tombe ait été un capitaine ou un chef. Sans surprise, la découverte est maintenant prise sous la protection d'un musée local et est exposée au public depuis début 2022. Reste d'un ancien royaume. Passons maintenant à une découverte remarquable de février 2020, lorsqu'une équipe de l'Université de Chicago aux États-Unis, en explorant un site dans le sud de la Turquie, a annoncé qu'elle avait trouvé les restes d'un royaume ancien, vieux de 3400 ans. Non seulement cela, mais ils croient que les armées de ce royaume pourraient avoir vaincu le roi Midas, le leader légendaire de Phrygie, sur le champ de bataille. Leur attention a été attirée vers la région de Turkmen-Karahoyuk après qu'un fermier leur a dit avoir vu des inscriptions étranges gravées sur de grands marqueurs en pierre. Le fermier ne reconnaissait pas la langue, mais les experts l'ont fait. C'est l'ancien louvite, la langue commune de l'âge du bronze de la région. Si pris au pied de la lettre, la pierre est un monument placé après la victoire sur la Phrygie. Les preuves sur le site suggèrent que ce puissant royaume couvrait autrefois 120 hectares, ce qui en fait l'une des plus grandes villes anciennes de l'âge du bronze en Turquie. Comment une ville de cette taille a pu échapper à l'attention des archéologues pendant si longtemps est inconnu, mais cela ouvre un tout nouveau chapitre de l'histoire dans cette partie du monde.
Le rocher Al-Nasla. Allons en Arabie Saoudite avec la formation rocheuse d'Al-Nasla. En regardant ces pierres debout parfaitement tranchées, il est difficile de croire qu'elles n'ont pas été coupées en deux puis placées sur des socles en pierre par des mains humaines. En fait, certaines personnes croient que c'est précisément ce qui s'est passé ici. Si Al-Nasla était retirée du désert et placée dans une galerie d'art, elle passerait pour une sculpture exceptionnelle. Personne ne sait avec certitude depuis combien de temps le rocher a cette apparence, mais les inscriptions qui ont été gravées sur les côtés des pierres datent d'il y a environ 4000 ans. Il semble que nos ancêtres étaient tout aussi fascinés par Al-Nasla que nous le sommes. La coupe entre les pierres est si droite et lisse que nous aurions du mal à la reproduire aujourd'hui avec la technologie laser. Mais les scientifiques nous disent que c'est un effet naturel causé par des millions d'années d'érosion. Il est tentant d'imaginer que les habitants préhistoriques de l'Arabie Saoudite avaient une technologie secrète de découpe de pierre, mais en réalité, c'est un rappel des pouvoirs phénoménaux de la nature. La bague de saphir. Les bijoux romains anciens de toutes sortes sont généralement une découverte précieuse pour un chasseur de trésors, mais il y a quelque chose de particulièrement spécial dans cette magnifique bague en saphir. La bague bleu ciel, faite d'un seul morceau de saphir, est vieille de 2000 ans et a presque certainement appartenu au célèbre empereur romain Caligula. La pièce présente le visage d'une femme gravée dans son chaton, et les historiens croient que c'est le visage de Caesonia, la 4e épouse de Caligula. La légende raconte que Caligula la trouvait si belle qu'il la faisait régulièrement défiler nue devant ses troupes. Les circonstances de la découverte de la bague sont inconnues, mais elle a fait ses débuts mondiaux lors d'une exposition exclusive de bijoux romains à Londres à la fin de l'année 2019. En raison de la qualité de l'artisanat et de la nature précieuse de la pierre, elle serait précieuse même si elle n'avait aucun lien historique. Mais en raison de sa provenance apparente, elle a été estimée à 750 000 $. Si elle devait être vendue, il est très probable que le prix serait bien plus élevé que cela. Les bagues faites d'un seul morceau comme celle-ci sont connues sous le nom d'orolite, et celle-ci pourrait bien être le plus grand exemple de son genre au monde. Pierre non traduite. En 2019, le village français de Plougastel-Daoula en Bretagne offrait une récompense en espèces à quiconque pouvait traduire une étrange inscription sur une pierre locale. Nous sommes en 2024 maintenant et cette récompense est toujours disponible. Personne n'a réussi à le faire. L'inscription pose problème aux historiens locaux et aux experts linguistiques depuis des siècles, mais personne n'a jamais été proche de pouvoir la traduire. C'est surprenant quand on considère que l'inscription est courte et accompagnée d'illustrations, y compris un bateau. Les années 1786 et 1787 sont également gravées sur la pierre. Certains des experts qui l'ont inspectée de première main pensent que la langue pourrait être dérivée du vieux breton, tandis que d'autres disent qu'il s'agit du basque. Les années correspondent à la construction de batteries d'artillerie et de forts dans la région environnante. Mais cela n'expliquerait pas la présence du symbole du bateau. Une autre théorie est qu'il s'agit d'une inscription qui commémore un désastre en mer, mais qu'elle a été sculptée par un survivant seulement semi-alphabétisé. Si c'est le cas, l'inscription pourrait rester non traduite pour toujours. Collection de bouteilles de bière. Si vous appréciez de temps en temps une bière et que vous tombiez sur une collection de 600 bouteilles de bière cachées sous un escalier, vous pourriez être tenté de toutes les boire. Nous ne conseillons pas de tenter de le faire avec cette collection particulière. Il s'agit d'un envoi de 600 bouteilles de bière de l'époque victorienne découvert sous l'escalier dans la cave d'une ancienne brasserie à Leeds en Angleterre en mars 2020 et chaque goutte du contenu est toxique. L'eau locale a été utilisée pour fabriquer la bière qui a été filtrée à travers de vieux tuyaux de plomb. C'était dangereux à l'époque et c'est bien pire maintenant que plus de 100 ans ont passé. C'est incroyable que quelqu'un soit sorti avec sa vie intacte après avoir bu ici, mais c'était le cas. En effet, cela a été le cas pendant des centaines d'années. La brasserie était plus récemment la propriété de Tetley, mais elle était auparavant connue sous le nom de Scarborough Castle et avait une histoire remontant au Moyen-Âge. Les timbres sur les étiquettes de ces bouteilles, d'autre part, les datent des années 1880. Elles ont été brassées par J.E. Richardson de Leeds et avaient un niveau d'alcool de 3%. La concentration de plomb, d'autre part, était de 0,13 mg par litre, ce qui est 13 fois supérieur à la limite supérieure de l'Organisation mondiale de la santé. Légende d'Archimède. Certains historiens considèrent Archimède comme le plus grand inventeur de tous les temps.
Il était certainement un grand inventeur militaire, et on dit qu'il a inventé un système de défense presque comme un rayon de chaleur qui pouvait mettre le feu aux navires romains en utilisant d'énormes miroirs pour concentrer et réfléchir les rayons du soleil. Des investigations plus récentes ont suggéré qu'il aurait même pu utiliser des canons à vapeur contre les navires romains. Les légendes sur les miroirs d'Archimède ont commencé à apparaître pendant l'ère médiévale, Syracuse étant dit le lieu où ils ont été testés pour la première fois. Une arme similaire est dite avoir été utilisée dans la défense de la Sicile contre les Romains en l'an 214 avant Jésus-Christ. Aucun compte-rendu contemporain du système de miroir n'existe, mais les archéologues et scientifiques modernes pensent qu'il est possible qu'il ait utilisé des boules d'argile creuses tirées par des canons à vapeur alimentés par du feu grégeois à la place. Les Romains n'auraient eu aucune idée d'où venait le feu, donc les miroirs auraient pu être blâmés en l'absence de meilleures idées. Léonard de Vinci a conçu un canon à vapeur au XVe siècle et a attribué le design à Archimède, donc il doit avoir eu l'idée de quelque part. Mystère du verre flexible. Les anciens Romains étaient-ils capables de créer du verre flexible il y a des milliers d'années ? Cette idée semble trop absurde pour être vraie, mais il existe des documents historiques qui suggèrent qu'ils le pouvaient. Pline l'Ancien et Pétrone, deux des écrivains les plus respectés du monde antique, ont affirmé que les Romains avaient une formule pour fabriquer un verre pliable, presque incassable. Des enregistrements du matériau par des écrivains moins connus commencent également à apparaître au temps de Tibère César au 1er siècle. Il semble que ce soit l'empereur lui-même qui a arrêté la production du produit. Il croyait qu'il deviendrait plus précieux que l'or et pourrait déstabiliser toute l'économie romaine. Il a donc décidé de renoncer aux énormes opportunités technologiques qu'il présentait. Si les Romains pouvaient vraiment fabriquer du verre flexible, cela pourrait avoir quelque chose à voir avec l'approvisionnement régulier en acide borique qu'ils pouvaient prendre des évents de vapeur de la Marème toscane près de Rome. Ajouter de l'acide borique à un mélange de verre régulier en ferait un type de verre extrêmement difficile à briser. Il n'aurait toujours pas été flexible, mais peut-être que les Romains savaient quelque chose que nous ignorons. Trésor perdu, révélé. En 1583, le navire vénitien la Gaggiana a coulé dans la mer Adriatique dans des circonstances mystérieuses alors qu'il transportait une cargaison de marchandises destinée au souverain ottoman Murad III. Les trésors comprenaient de la soie brodée, plus de 1000 verres à vin élaborés, des lustres et des canons. Le plus précieux de tous cependant étaient les diamants. Les récits de l'époque disaient que le capitaine avait délibérément coulé le navire et s'était enfui avec les diamants, bien que cela n'ait jamais été prouvé. L'épave a finalement été trouvée en 1960 et certains des objets de valeur à bord ont été récupérés, mais sont devenus la propriété du gouvernement croate car l'épave se trouve dans les eaux croates. Depuis les années 60 jusqu'à maintenant, les objets de valeur n'ont jamais été montrés au public. Personne n'est même sûr à 100% de ce que les plongeurs ont pu récupérer. Nous sommes sur le point de le découvrir. Le gouvernement actuel de la Croatie a décidé que le moment était venu de montrer leurs mains et de monnayer, donc une nouvelle exposition basée sur la Gaggiana et ses trésors a été ouverte au public au début de l'année 2022. Les diamants, cependant, ne sont pas inclus dans l'exposition. Leur localisation reste inconnue. Ancien sauna mexicain. Voici une autre découverte de 2020, une forme primitive de sauna à Mexico qui date d'environ 700 ans. Il serait plus précis de nommer cette structure qui aurait été utilisée par les anciens Amérindiens, soit un bain de vapeur, soit une hutte de sudation. Les gens de l'époque les appelaient temazcal et les utilisaient à diverses fins. Les médecins y amenaient les malades dans le but de les guérir et il existe également des preuves que les femmes venaient ici pour accoucher. Le bain de vapeur se trouve dans une zone historique de Mexico appelée la Merced et est considéré comme ayant fait partie de Temazcatitlan, un district de Tenochtitlan, la métropole mésoaméricaine primitive qui finirait par devenir le Mexico que nous connaissons aujourd'hui. Également sur ce site se trouvent les restes d'une grande maison qui a été construite au XVIe siècle et une tannerie qui a fonctionné sur le site 100 ans après cela. L'ensemble de la zone est une tour de couche culturelle et historique dans lesquelles plus vous creusez, plus vous trouvez. Mystère de Nan Madol. L'existence même de Nan Madol est presque une mauvaise plaisanterie jouée aux archéologues et aux scientifiques. C'est comme si elle avait été placée là pour les frustrer. L'ancienne ville a été construite au-dessus d'un récif de corail en utilisant des compétences de construction et d'architecture ingénieuses, et pourtant nous ne savons pas qui l'a mise là. Nous ne savons même pas quand cela a été fait. Cela pourrait être il y a 1000 ans
où cela pourrait avoir 1500 ans. La pierre dont elle est faite ne peut être trouvée nulle part près de là, en Micronésie, donc elle a dû être expédiée d'ailleurs. Cela nous pose un autre problème, car certaines des pierres pèsent 50 tonnes. Juste les transporter serait presque impossible, et pourtant, il semble qu'elles n'ont pas seulement été déplacées, mais aussi manœuvrées en place, sans aucun outil métallique. Les parties qui ne sont pas faites de pierre ont été façonnées à partir de corail, et chaque plateforme de l'île artificielle a un canal d'eau connecté. Il y a même une solide digue pour la défense. Cela nous fait nous demander comment elle est devenue déserte en premier lieu. Pilier de fer de Delhi. Le pilier de fer de Delhi est-il un exemple de travail de l'acier qui était en avance de 1000 ans sur son temps ou un heureux accident? Les scientifiques n'ont jamais pu se mettre d'accord sur la réponse à cette question, et il est possible qu'ils ne le feront jamais. Ce qui peut être dit avec certitude, c'est que le pilier, qui est parfois également connu sous le nom de pilier d'Ashoka, se dresse fièrement et résolument sans rouille à Delhi, en Inde, depuis 1500 ans. Toute la surface du monument de 6,70 m de haut est revêtue d'une couche incroyablement mince de mésawite qui empêche le fer en dessous d'être exposé à l'oxygène, ce qui entraînerait la formation de rouille. Comment une tâche techniquement complexe comme celle-ci a pu être réalisée par les fours à charbon primitifs d'il y a 1500 ans est inconnu. Les scientifiques pensent que cela pourrait avoir été un événement exceptionnel causé par le mélange du fer avec du laitier, de la chaux et de l'air humide pendant son refroidissement. Comme les personnes qui l'ont fabriqué n'auraient eu aucune idée que le revêtement anti-rouille existait même, ils l'auraient considéré comme un miracle. Il a fallu plusieurs siècles pour que quelqu'un vienne avec une forme délibérée de protection contre la rouille, donc soit les Indiens ont gardé leur secret, soit ils n'avaient jamais l'intention de protéger le pilier contre la rouille du tout. En plongeant dans les eaux limpides au large de la côte du Belize, l'archéologue marin Joaquim Fonseca n'aurait jamais imaginé que sa découverte ce jour-là entrerait dans l'histoire. Au milieu de la pénombre bleutée des profondeurs marines, il se trouva face à quelque chose qui semblait impossible, une structure colossale de pierre ornée de reliefs complexes et de symboles inconnus. Ce portail submergé, que Joachim baptisa la porte de Kotaloun, reposait silencieusement à environ 15 mètres de profondeur, gardant des secrets qui avaient résisté à des siècles d'oubli. S'approchant avec prudence, Joachim sentit sa respiration devenir lourde et son cœur s'emballer. Chaque détail de la surface était méticuleusement gravé, formant des motifs hypnotiques. Autour du grand visage sculpté au centre, on pouvait observer des figures en spirale, des feuilles stylisées et des animaux mythiques. La pierre était d'un vert bleu intense, comme si l'eau elle-même s'était fondue dans sa composition. Ne sachant pas exactement ce qui pouvait se trouver de l'autre côté, l'archéologue enregistra tout avec sa caméra sous-marine. À chaque mouvement, des fragments de céramique et des morceaux d'artefacts gisaient sur le fond sablonneux, suggérant que cette entrée énigmatique faisait partie d'une civilisation perdue, aussi avancée que mystérieuse. La découverte de la porte de Kotaloun promettait de changer le cours de l'archéologie mondiale. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Trésor de l'âge du bronze. En octobre 2019, les archéologues en Angleterre étaient ravis lorsqu'un immense trésor de richesse de l'âge du bronze a été découvert sur les rives du célèbre fleuve Tamise à l'est de Londres. La collection de 453 objets anciens, enterrés il y a 3000 ans, a été découverte lors de travaux de construction et constitue la troisième plus grande découverte de l'âge du bronze au Royaume-Uni. La collection entière, qui comprend des bijoux, des lances, des épées, des haches et des dagues, semble avoir été volontairement enterrés ensemble, possiblement comme une offrande aux dieux. Des lingots de cuivre ont également été découverts sur le site, soutenant l'hypothèse d'une offrande. Le site est en cours de modification pour l'exploitation de gravier, mais les archéologues ont été autorisés à l'examiner avant que les travaux ne commencent, et heureusement qu'ils l'ont fait. Cependant, il existe une autre hypothèse concernant la manière dont les objets sont arrivés ici. Il est concevable qu'une forge ou une boutique d'armes se trouvait autrefois à cet endroit, plutôt que le trésor étant une offrande. Les propriétaires de l'établissement pourraient avoir enterré leurs valeurs pour les protéger du vol, pour ne jamais avoir l'occasion de les déterrer à nouveau. Le trésor de Havering, comme on l'appelle maintenant, est exposé à l'intérieur du musée de Londres depuis le début de l'année 2020. Chambre cachée des ossements. Des milliers de personnes ont adoré au sein des murs de la cathédrale Saint-Bavon à Gand, en Belgique, au fil des années. Jusqu'à février 2020, aucune de ces personnes n'avait idée de la proximité qu'elles avaient avec l'une des constructions les plus macabres que nous ayons jamais rencontrées. Comme l'ont confirmé les archéologues fouillant une partie de la cathédrale avant la construction d'un nouveau centre pour visiteurs, il y a une chambre secrète en dessous avec 9 murs faits d'os humains.
Ils sont perplexes quant à la manière dont ils sont arrivés là ou pourquoi ils ont été construits. On soupçonne qu'ils devaient devenir une sorte d'équivalent belge des célèbres catacombes sous Paris, mais ont été abandonnés tôt dans le processus de construction. Cela était probablement vu comme un moyen de gérer le surplus de restes humains à mesure que les cimetières de la ville devenaient de plus en plus encombrés, nécessitant l'enlèvement des vieux corps pour faire place aux nouveaux. Ce sont les os de ces corps plus anciens, principalement des os de jambes si vous voulez être précis, qui composent ces murs macabres. Les os sont presque exclusivement du XVe siècle, mais les murs ne semblent pas avoir été construits avant le XVIIe. Bien que certains puissent frissonner devant cette pratique, elle était probablement vue comme plus respectueuse que de jeter les vieux os. La forteresse de Sacsayhuaman. Les Incas étaient une civilisation pré-industrielle. Cela est important dans le contexte de ce que nous sommes sur le point de vous dire, car être pré-industriel signifie ne pas avoir accès à des machines ou des outils de construction avancés. Malgré cette limitation évidente, ils ont réussi à construire l'ancienne forteresse connue sous le nom de Sacsayhuaman à Cusco, au Pérou. Les blocs de pierre colossaux qui composent les murs de la forteresse ont été ajustés si étroitement qu'encore aujourd'hui, des siècles après leur fabrication, il est impossible d'insérer, ne serait-ce qu'une seule feuille de format A4 entre eux. Il n'y a aucun signe de mortier ou d'un autre agent de construction utilisé pour les maintenir en place. Pour ajouter au mystère, les pierres qui composent les murs semblent avoir été taillées sur mesure. Chacune d'elles est soit un carré, soit un rectangle et parfaitement proportionnée pour remplir les espaces qui leur étaient destinés. Cela nécessiterait un type de technologie de découpe de pierre que, autant que nous le sachions, les Incas n'avaient tout simplement pas. Lorsque les Espagnols ont conquis Cusco, ils ont détruit de nombreux bâtiments Incas anciens, mais ils ont laissé Sacsayhuaman debout. Même les conquistadors ont dû être impressionnés par celle-ci. Armure en écailles de poisson. Poursuivant notre voyage autour du monde, nous nous rendons maintenant en Chine pour une découverte qui a eu lieu en janvier 2022. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, ou même si vous avez simplement un vif intérêt pour l'archéologie, vous avez probablement vu des armures de bataille fabriquées à partir de presque tous les matériaux imaginables, des dents aux coques de noix de coco. Cependant, vous n'avez probablement jamais vu une armure comme celle-ci auparavant. Elle a été étiquetée armure en écailles de poisson et elle est vieille d'environ 2500 ans. Le nom est un peu trompeur car l'armure trouvée dans la tombe à Turpan sur les bords du désert de Taklamakan n'est pas réellement faite d'écailles de poisson. Au lieu de cela, elle est faite de plus de 5000 écailles de cuir chevauchantes disposées en un motif pour leur donner l'apparence d'écailles de poisson. Les experts pensent qu'elle a été importée du Moyen-Orient et pourrait donc représenter une forme rare d'échange technologique entre les deux territoires à ce moment de l'histoire. Une armure comme celle-ci aurait été utile car elle offre une meilleure protection contre les attaques par force contondante que l'armure en maille et est également moins coûteuse à fabriquer, mais elle manque de flexibilité et de couverture. Épave mystère. Pour commencer, nous avons une épave qui apparaît puis disparaît quelques années. Vous la trouverez parfois sur la plage de Short Sands à York dans le Maine aux États-Unis. La plupart du temps cependant, elle reste cachée. Le navire s'appelle le Defiance et il n'a été identifié que lors de sa dernière apparition en 2020. Avant cela, sa nature insaisissable rendait difficile son étude par les chercheurs. Après avoir prélevé des échantillons sur l'épave squelettique, les scientifiques ont pu dater le navire de marchandises autour de 1753. L'âge du navire, sa forme et ses 18 mètres de longueur correspondent bien aux Defiances. Les registres du XVIIIe siècle nous disent que le navire a quitté Salem pour la baie de Casco à Portland en 1769 mais n'a pas terminé le voyage. Un stock de porc, de farine et d'autres provisions alimentaires a été perdu avec le navire qui a probablement été poussé à terre par une tempête. L'épave est dans un état trop délicat pour être déplacée, elle sera donc laissée sur la plage pour faire des apparitions occasionnelles au public jusqu'à ce qu'elle se désintègre complètement. Œufs d'autruche. Les œufs d'autruche étaient des articles de luxe dans l'Antiquité. Ils étaient souvent peints avec des motifs attrayants puis vendus aux riches comme objet de décoration pour la maison, mais parfois ils servaient à un usage plus pratique. Comme nous pouvons le voir avec cet œuf d'autruche en forme de vase, qui a été équipé d'un support en bas et d'un trou pour la distribution en haut, ils étaient occasionnellement utilisés comme étui à parfum. Des designs similaires étaient utilisés lors de l'adaptation des œufs d'autruche pour le stockage du vin. La majorité des œufs d'autruche anciens trouvés à travers le monde antique se sont révélés être des exportations de l'Égypte et du Levant, mais ne provenaient pas de fermes d'autruche.
Les études ont montré que ces coquilles d'œufs anciens, certains vieux de 5000 ans, ressemblent plus à ceux des autruches sauvages qu'à ceux des captives. Il semble que les commerçants d'œufs partaient à la chasse à l'autruche sauvage pour voler leurs œufs, ce qui aurait été une entreprise dangereuse car une mère autruche en colère est capable de tuer un être humain d'un seul coup de pied bien placé. Pas étonnant qu'ils étaient si chers à acheter. Les chasseurs d'œufs devaient s'assurer que leur gain valait les risques qu'ils prenaient pour les obtenir. Roue de l'âge du bronze. La carrière de Must Farm à Whittlesey, près de Peterborough en Angleterre, est l'un des sites archéologiques les plus riches d'Europe. Elle a même été décrite comme l'équivalent britannique de Pompéi. D'innombrables artefacts archéologiques y ont été découverts au fil des ans, mais l'un des plus remarquables est une roue de l'âge du bronze qui a été récupérée sur le site en 2016. Les scientifiques ont pu dater la roue entre 3100 et 2800 ans. Elle mesure 90 cm de diamètre et a été si bien préservée par la vase et la boue au fond de la carrière qu'elle contient encore une partie de son essieu. C'est l'exemple le plus complet de roue de l'âge du bronze jamais découvert en Grande-Bretagne. Parmi les autres découvertes faites en même temps que la roue, il y avait de petits bols et des jarres ainsi qu'un plat en bois, tous contenant des traces d'orge, de blé, de porc et de bœuf dont se nourrissaient les anciens habitants de la région. La présence de la roue est une forte indication que les personnes qui vivaient ici il y a 3000 ans avaient des contacts avec d'autres communautés vivant sur des terres plus sèches et pouvaient avoir voyagé pour commercer avec elles. Découverte de vêtements anciens. Quand, où et pourquoi les êtres humains ont-ils commencé à porter des vêtements? Les réponses à au moins une ou deux de ces questions pourraient être cachées dans la grotte des contrebandiers au Maroc. Là, les archéologues ont découvert des preuves directes que des humains vivaient dans la grotte il y a 120 000 ans et dépeçaient de petits carnivores, utilisant leur peau pour la fourrure et transformant ensuite leurs os en outils qui fabriquaient des peaux à partir de la fourrure. Cette incroyable découverte a été rapportée pour la première fois en septembre 2021. C'est la preuve la plus ancienne connue de fabrication de vêtements par des humains à l'aide d'outils dans le registre archéologique. Les Homo sapiens sont apparus il y a un peu plus de 300 000 ans, donc selon cette preuve, il semble qu'ils aient pu se promener nus pendant 180 000 ans. Il est curieux que les historiens aient longtemps supposé que les humains ont commencé à fabriquer et à porter des vêtements dans des habitats froids, mais si cette grotte marocaine est l'origine du processus, ce n'est pas le cas. Aucun des vêtements qui y ont été fabriqués n'a survécu jusqu'à aujourd'hui car ils auraient tous été périssables. Mais il existe même des preuves qu'une forme primitive de cuir aurait pu être fabriquée à partir de bétail sauvage. Structure ancienne en bois. La pierre peut s'éroder et s'user, mais le bois pourrit littéralement s'il n'est pas bien préservé. Il y a des exceptions à chaque règle cependant, et les archéologues croient que cette structure en bois vieille de 7000 ans en Tchéquie est la plus ancienne au monde. Les experts pensent qu'il s'agit d'un puits de tranchée de l'époque néolithique, et ils ont été surpris par la sophistication de la menuiserie. L'existence du puits est passée inaperçue jusqu'en février 2020, lorsque la zone a été perturbée par des ouvriers de la construction construisant une nouvelle autoroute près d'Ostrov. Le fait que le puits soit fait de bois de chêne a permis aux scientifiques d'effectuer des tests dendrochronologiques dessus, révélant que les chênes avaient été abattus autour de l'année 5255 avant notre ère. Ce type de conception de puits était populaire pendant l'âge du bronze et l'âge du fer et était même utilisé aux premiers jours de l'Empire romain. Mais un exemple si ancien n'avait jamais été vu auparavant. Il n'a survécu aussi longtemps que parce qu'il a passé la plupart des 7 derniers millénaires sous l'eau. Maintenant qu'il est exposé aux éléments, il doit être recouvert de sucre pour éviter qu'il ne se désintègre. Jeux vikings. Bien avant que les gens apprennent à jouer et à aimer le jeu d'échecs, ils jouaient à un jeu inspiré par les vikings appelé Hnefatafl, ou à des jeux basés dessus. Bien que personne ne connaisse les règles précises de ce jeu de plateau ancien, des preuves de sa popularité existent partout en Europe. Voici une pièce de Hnefatafl particulièrement frappante qui a été trouvée sur l'île anglaise de Lindisfarne en juillet 2020. Il y avait autrefois un grand monastère médiéval sur l'île, mais le monastère a été pris d'assaut et occupé par des raiders vikings en l'année 793 lors des premières étapes de l'invasion viking de la Grande-Bretagne. Ils ont probablement apporté leur jeu de plateau préféré avec eux. Comme la pièce est faite d'un morceau de verre bleu fortement décoré, il est probable que c'était la pièce du roi dont le jeu n'en avait qu'une. Nous savons que le jeu s'est finalement répandu dans le reste de la Grande-Bretagne car des pièces faites d'os ou de bois ont été trouvées dans divers endroits, mais les pièces en verre sont extrêmement rares.
En fait, c'est seulement le deuxième exemple d'une pièce de Schneefatafel en verre à avoir été trouvée là-bas. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.